Bonjour et bienvenue sur Les Dessous de l'IA, le podcast qui tente de mieux comprendre les évolutions de l'intelligence artificielle et leurs impacts sur nos sociétés. Bonne écoute. Et bonjour Irénée et bienvenue sur Les Dessous de l'IA. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux imaginaires et aux idéologies qui influencent les grands acteurs de l'IA et la façon dont ça oriente les développements de ces technologies. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, revenir sur ton parcours et nous expliquer quel est ton angle de réflexion autour de l'intelligence artificielle? Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, pour ma part, je suis consultant sur des sujets numériques, donc dans un cabinet de conseil spécialisé donc dans tout ce qui est accompagnement à l'innovation et également blogueur depuis 2014. Donc les deux un peu en même temps en fait, concomitamment. J'ai commencé à travailler, j'ai commencé également à écrire sur les technologies avec un point de vue critique sur un blog qui s'appelle Meuva le Web, qui est un blog de référence sur ces questions-là, parmi d'autres, qui traite des implications sociales du numérique. J'ai aussi un pied dans la recherche, je suis chercheur associé à l'Université de technologie de Compiègne, où je travaille principalement avec des sociologues, des techniques, sociologie du numérique, pour le dire simplement. On parle aussi de STS pour Science and Technology Studies. C'est pas vraiment ce que je fais, mais ça permet aussi de situer un petit peu l'environnement. Et j'ai monté une association en 2017 qui s'appelle le Mouton Numérique, qui était à l'époque aussi un peu le versant collectif de mes réflexions personnelles. Donc c'est une association que j'ai co-montée en fait, et qui se revendique technocritique, c'est-à-dire critique des techniques. Alors il y a un spectre très large sur la technocritique, c'est plutôt une association qui se range dans la catégorie progressiste, parce qu'il y a vraiment de tout, il y a des visions assez réactionnaires de la technocritique, et qui se donne un peu aussi cette mission de politiser, questionner, je pense que c'est important aussi, s'inscrit dans une discipline ou une sous-discipline de la sociologie des sciences qui s'appelle la démocratie technique. L'idée au mouton numérique, et ça répond aussi à la question que tu posais initialement, comment je me situe, qu'est-ce que je fais, c'est d'interroger les manières avec lesquelles on rend démocratique des technologies qui le sont le plus souvent pas, en fait, tout simplement. Et donc, ce qui a amené, et je termine là-dessus, à 2 bouquins qui permettent aussi de situer mon travail. Un premier qui a été publié en 2020 avec, du coup, la cofondatrice du Mouton Numérique, Yael Benayoun. Ce bouquin s'appelait Technologie partout, démocratie nulle part, et qui avait pour thèse principale justement le manque de démocratie dans les choix technologiques et des propositions pour finalement revenir à des choix qui soient décidés en commun le plus possible. Et j'ai fait une petite bifurcation ces quelques dernières années, sans quitter les questions numériques. J'ai publié un bouquin sur la conquête spatiale avec mon collègue Arnaud Saint-Martin, qui est sociologue des sciences au CNRS, qui est également maintenant député de la Nation d'ailleurs. Et c'est un bouquin de socio-histoire, disons, sur la création de ce paradigme de la conquête depuis l'ère nazie jusqu'à aujourd'hui. Donc le sous-titre, c'est des fusées nazies aux astrocapitalistes du New Space. C'est un bouquin plutôt académique. Bon, c'est un essai, mais écrit par des chercheurs, disons, donc il est très très référencé. Et il croise beaucoup en fait des questions numériques, puisque quand on parle idéologie, alors tu dis imaginaire, moi je parle plutôt de représentation ou de mythe, tout simplement. Tout ça se croise dès le début, que ce soit des mythes transhumanistes, cosmistes, des idées d'expansion de l'humanité dans l'espace. On retrouve aussi ces idéologies-là, ces objectifs-là dans les idéologies bien présentes dans la Silicon Valley et ailleurs. Merci, ça me permet d'enchaîner sur ma première question. Tu parlais de représentation, idéologie. Est-ce que tu pourrais présenter un peu les grands courants idéologiques justement qui influencent les développements de l'IA, notamment dans la Silicon Valley, parce que c'est là où on voit qu'ils sont les plus présents, en tout cas d'où ils partent. Je pense particulièrement, et tu l'as évoqué, au transhumanisme. Il y a un autre mouvement que j'ai découvert plus récemment, le long-termisme et l'altruisme efficace. Et aussi, peut-être, si tu peux en profiter pour dire un peu qui en sont les représentants les plus médiatiques ou les plus significatifs. Ah oui, alors effectivement, ce sont des mots qu'on entend beaucoup. Alors pour le transhumanisme, c'est quelque chose qu'on entend depuis maintenant une dizaine d'années, voire plus pour ceux qui s'y intéressent. Les autres mouvements que tu as cités, long-termisme, altruisme efficace, s'inscrivent aussi dans aujourd'hui ce qu'on appelle TESCREAL. C'est un acronyme qui contient tous ces mots et d'autres, et moi j'ai tendance à avoir une certaine méfiance là-dessus, puisque ce sont pas eux seuls qui dirigent les développements dans la Silicon Valley, mais effectivement, ils teintent quand même les gens qui y travaillent, que ce soit d'ailleurs des pionniers, des idéologues, des gens qui comptent beaucoup, ou les ingénieurs. Voilà. Il y a quand même derrière tout ça aussi des notions plus fondamentales, l'existence de quelque chose qui s'appelle le néolibéralisme. Mais pour revenir sur le transhumanisme, alors moi, comme j'ai un pied dans la recherche aussi, je me permets de citer des auteurs, puisque moi, j'ai pas directement écrit sur cette question-là. Je pense qu'il y a un bouquin très intéressant d'un auteur qui s'appelle Alexandre Moatti,
qui lui a fait toute une histoire du transhumanisme depuis les années 30. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il arrive à montrer dans quelle mesure le terme est forgé justement à partir des années 30, en France notamment, hein, donc en dehors des figures bien connues qui sont celles de Julian Huxley, donc le frère de Aldous Huxley, le romancier. Il insiste sur d'autres figures comme un polytechnicien qui s'appelait Jean Coutreau, qui forge le terme en 1987, un chirurgien aussi qui publie un bouquin qui marche beaucoup, qui s'appelle Love, cet inconnu en 1935. Il y a cette idée en fait d'avoir le gouvernement des meilleurs, quoi. Ce sont souvent d'ailleurs des scientifiques qui sont des biologistes qui ont forgé ces idéologies et qui, par ailleurs, vont aller permuter vers une forme de vulgarisation à un moment donné de leur carrière, ce qui se fait toujours en fait aujourd'hui, hein, si on a cette vision un peu diachronique. Tu regardes je sais pas, un Laurent Alexandre par exemple, qui est une des figures de proue du transhumanisme en France, alors qui est pas un scientifique pour le coup, qui est à la base un énarque et un médecin, mais à qui on peut prêter une aura d'un certain point de vue scientifique, puisqu'il a fait comme des études de médecine. Ça bifurque, ça part sur des considérations qui en disent plus long finalement sur la nature de l'humain que sur leur vision du monde à eux, en fait. Et donc l'idée, c'est du transhumanisme à la base, hein, on le sait, c'est de recourir aux sciences et aux techniques pour améliorer la condition humaine, augmenter les capacités physiques, voire morales, jusqu'au fait de résoudre le vieillissement, la mort, etc. Et c'est un milieu qui est très hétérogène, hein. Il y a plusieurs chapelles transhumanistes qui se déclarent plus libertariennes que d'autres, plus progressistes que d'autres. Vous avez par exemple un mouvement qui s'appelle Technoprog en France qui se déclare d'un transhumanisme plutôt progressiste, et ce qui est tout à fait discutable, hein, mais en tout cas c'est la façon dont il se présente, et ça c'est intéressant. Et à la fin des années 90, là, il y a une nouvelle bifurcation, je le fais vraiment très rapidement, avec quelqu'un qui s'appelle Nick Bostrom, qui est pour le coup vraiment une figure de proue du transhumanisme mondial. Et c'est un philosophe suédois, une personne qui est à la fois très citée et très controversée, puisque c'est pas vraiment un scientifique, mais aussi cité dans des analyses qui vont le critiquer par ailleurs. Et Nick Bostrom fonde finalement ce nouveau transhumanisme et une association qui s'appelle la World Transhumanist Association à la fin des années 90. Et il va irriguer comme ça de ses idées tout un tas de gens, dont ceux que je viens de citer. Et ce qui me semble intéressant aussi dans cette bifurcation, alors qui a même lieu en fait au détour des années 80, c'est que le transhumanisme peut prendre des formes très variées. Donc autant Alexandre Moati explique que c'est pas forcément directement lié au néolibéralisme, par exemple, qui de toute façon s'étend plus avant dans les années 80, mais ça le devient quand même à ce moment-là avec, je pense à un autre auteur, un sociologue des sciences, s'appelle Nicolas Ledevedec. Alors pour le coup, je l'avais interviewé sur mon blog il y a quelques années, donc c'est un article qui est tout à fait lisible. Et Nicolas, il a cette vision très intéressante où il va justement rechercher les débats idéologiques qui ont lieu dans l'après-guerre entre ce qui va devenir le néolibéralisme, avec des gens comme Walter Lippmann par exemple, et une vision beaucoup plus démocratique de ce que doit être l'économie. Mais le point de départ, c'est le même, c'est de dire l'humain est naturellement déficient. En fait, il est handicapé quelque part, et son premier handicap, c'est qu'il est humain. Et handicap au sens validiste, enfin c'est pas moi qui le dis, hein, je relate des discours. Et la faculté du néolibéralisme et son lien avec le transhumanisme, c'est qu'il ne s'agit pas, comme le libéralisme classique, d'aller étendre l'économie de marché classiquement, mais de conformer les individus et toutes les organisations finalement à un idéal qui est celui de l'entreprise. Donc ça va aller vers un transhumanisme qui va promouvoir la performance pour être justement plus efficace à l'intérieur de l'entreprise, et ça passe par des cas très intéressants dans le livre de Nicolas Ledevedec que je conseille vivement. Ça va être par exemple prendre des médicaments pour être plus performant, pour moins dormir, y compris chez les étudiants par exemple qui utilisent beaucoup de médicaments aux États-Unis pour tenir en fait la pression tout simplement, jusqu'aux exosquelettes pour porter des charges lourdes, ce qui peut être intéressant, mais ce qui peut permettre aussi dans certains cas de repousser l'âge de la retraite, comme ça a pu être le cas par exemple au Japon. En tout cas, ça a fait à un moment donné le buzz, puisque quand on peut porter des charges lourdes grâce à des robots, eh ben on peut étendre finalement la faculté à travailler pour les personnes qui, sans robot, ne pourraient pas le faire. Et donc c'est ce qu'il appelle effectivement l'anthropologie de la déficience, qui consiste à, encore une fois, à maximiser la performance des individus dans le cadre du néolibéralisme. Et il va assez loin en fait là-dedans, puisque par exemple, il va jusqu'à la critique des prothèses qui permettent de résoudre des handicaps communs, comme par exemple la surdité. Et c'est vrai que comme ça, de prime abord, on se dit, bah, c'est très bien si on peut, entre guillemets, rendre la vue aux aveugles, rendre l'ouïe aux personnes malentendantes. Et pour autant, c'est une vision du handicap qui reste très cloîtrée dans le fait qu'on va le résoudre technologiquement à l'échelle de l'individu, sans le prendre en compte socialement à l'échelle de notre capacité à accepter toutes sortes d'individus dans un milieu donné.
Et c'est une ligne rouge, c'est un chemin de crête, puisque on peut pas être moralement contre le fait d'aider des personnes handicapées à vivre mieux. Mais pour autant, il décrit par exemple des choses comme la culture sourde, qui est quelque chose qui existe et qui s'interroge à l'aune des implants qui peuvent permettre d'arrêter d'être sourd. Donc je veux pas prendre position, être normatif sur ce sujet, mais le transhumanisme va jusque-là. Je reviens aussi sur la figure de Nick Bostrom, qui est quand même central là-dedans et qui donne aussi du grain à moudre à toutes les personnes qui adhèrent à ces mouvements, avec des métaphores qui ressemblent beaucoup à des métaphores d'ingénieurs, et une façon de poser les problèmes qui est assez absolutiste en fait. C'est toujours des visions soit apocalyptiques, soit comment dire, qui vont aller sauver l'humanité, etc. Par exemple, Nick Bostrom, il a une façon d'entrevoir les problèmes technologiques qui est très intéressante. Dans un papier qu'il a publié récemment, il parle de boules noires sur les progrès technologiques. Il dit voilà, c'est une jarre avec des boules, il y a des boules blanches, voilà, et puis parfois il y a une boule noire. Et la boule noire, c'est le risque, qui va plus tard appeler risque existentiel, qui va peut-être tous nous tuer. Et donc comment on fait pour gérer les boules noires? Donc il a toute une théorie là-dessus qui finalement est assez stimulante intellectuellement quand on n'a absolument pas envie de se pencher sur l'histoire des techniques et de se demander plutôt que qu'est-ce qu'on fait des techniques qui arriveraient un peu par hasard, comment on les produit. Et c'est vraiment la question que ces gens-là ne posent jamais. Ils s'intéressent jamais aux conditions de production de la technologie. Pour eux, la technologie, c'est une sorte de déjà là, qui suit une flèche du progrès qui va dans une direction qui est déjà prédéterminée, qui est, pour le dire assez simplement, l'augmentation de l'être humain, l'imitation du cerveau et des facultés cognitives humaines par des machines, et pour certains d'entre eux, l'expansion cosmique. Et le long-termisme, c'est quelque part, il est un peu enfant du transhumanisme à certains égards, puisque c'est fondé par un type qui s'appelle Mac Haskell, qui est lui-même un féodé, pas tellement, mais en tout cas influencé par Nick Bostrom, soutenu par des gens dans la Silicon Valley, pour répondre à ta question, parce qu'il a publié un livre très connu qui s'appelle What We Owe the Future, comme Gates, Musk, Bezos, Larry Page, etc. Et son idée à lui, c'est de dire qu'il y a un impératif moral à penser la survie de l'humanité à très très long terme, sous réserve d'expansion de l'humanité. L'idée, c'est que la conscience perdure, en fait, d'une certaine manière, qu'elle perdure sur la Terre, qu'elle perdure dans l'espace interstellaire, etc., jusqu'à l'explosion du Soleil dans 4,5 milliards d'années, et même avant, puisque forcément il va grossir et se réchauffer. Et c'est toujours un avenir qui est teinté de rêves d'immortalité, de science-fiction, avec ces idées, ces mythes un peu rémanents sur le fait de repousser les frontières, etc., qui sont aussi très visibles dans l'industrie spatiale, et d'éviter la stagnation, le déclin de l'humanité. C'est ça qui fait peur, en fait. D'ailleurs, quand on regarde finalement la notion de frontière aux États-Unis, telle qu'elle est exposée par un historien qui s'appelle Turner à la fin du 19e siècle, l'idéal frontiériste des États-Unis, qui est une invention en fait, puisque l'histoire des États-Unis ne se résume évidemment pas au fait de repousser les frontières et de conquérir les entités sauvages, en tout cas pensées comme sauvages, mais l'idée c'est d'éviter la stagnation. Et il y a beaucoup ça dans le long-termisme. Et donc son idée, c'est qu'il faut avoir des décisions aujourd'hui qui impactent le futur très lointain, donc des décisions à impact très élevé. Et ça va dans des considérations idéologiques qui seront très discutables, puisque finalement, si la projection de l'humanité, à la fois dans le temps et dans l'espace, est conditionnée par ce qu'ils appellent l'innovation, par exemple, le développement, le progrès technologique, alors il faut mieux entretenir et valoriser les gens qui fondent ce progrès technologique plutôt que ceux qui, entre guillemets, ne servent à rien. Donc il y a des gens dans ce mouvement qui vont jusqu'à dire que aider les pays pauvres, c'est inutile, il faut mieux aider les pays riches, puisque c'est eux qui vont fournir les technologies pour survivre à très long terme. Alors, il y a un chercheur très intéressant qui étudie ça, qui s'appelle Torres, et qui est un des principaux critiques, avec quelqu'un d'autre qui s'appelle Timnit Gebru, d'ailleurs, qui était une lanceuse d'alerte ancienne salariée de Google. Donc c'est aussi des mouvements qui ont été toujours discutés. Par exemple, Moati, quand il parle du transhumanisme, il explique que dès le bouquin en 1935 de Alexis Carrel, le chirurgien, il y a déjà des controverses autour de ce sujet, et elles continuent aujourd'hui, donc tout ça n'a finalement rien de nouveau. Et puis je finis sur l'altruisme efficace. On peut dire aussi que c'est des mouvements cousins, alors avec certaines différences, mais qui sont pour le coup beaucoup plus récents. Je crois qu'on est plutôt en 2010, on retrouve Mac Haskell, quelqu'un d'autre qui s'appelle Toby Ord, et ça c'est des mouvements qui se basent plutôt sur l'utilitarisme. Et là pour le coup je conseille encore un autre livre qui s'appelle Les prophètes de l'IA, d'un journaliste qui s'appelle Thibaut Prévost. Et Thibaut, il a vraiment fait cette historique-là qui est très intéressant et qui permet de voir, disons, simplement l'étendue de cette idéologie. Donc je conseille vraiment ce livre, puisqu'il faut quand même rendre à César ce qui lui appartient. Et donc dans l'altruisme efficace, il y a l'idée de viser le plus grand nombre, le plus grand bonheur pour le plus grand nombre. Donc c'est vraiment issu des mouvements utilitaristes du XVIIIe siècle. Concrètement, factuellement,
Il s'agit par exemple de dire aux gens, non pas d'aider leurs proches directement, mais bien d'opter, par exemple, pour les carrières qui sont les plus rémunératrices et de donner une partie de leurs revenus à des ONG et notamment au mouvement altruiste efficace lui-même, hein. Donc c'est quelque part quelque chose de très circulaire. Et donc c'est une manière aussi pour eux, et c'est ce que dit très bien Thibaut Prévost, de s'absoudre de leurs défauts, notamment dans des industries qui sont très polluantes, le pétrole, la tech, beaucoup, hein, en disant oui, mais nous, on travaille pour cet avenir à long terme et on travaille pour maximiser le besoin, le bonheur des gens au global. Donc voilà, on retrouve hein, dans ces mouvements-là des gens comme Musk, comme alors évidemment Bostrom dont j'ai parlé tout à l'heure, comme Sam Altman. Et il faut avoir en tête que là, on est un peu figé sur les mouvements idéologiques, mais c'est des mouvements qui drainent aussi des fonds qui sont colossaux, hein. L'altruisme efficace, c'est, je crois, des fonds qui vont jusqu'à 30 milliards de dollars dans la Silicon Valley, donc qui vont permettre de produire des développements technologiques, ou en tout cas d'inciter à les orienter dans une certaine direction. Merci pour ça. Peut-être juste une autre question un peu sur ces fondements idéologiques. T'en as parlé rapidement de la question de la science-fiction. Selon toi, quel est le rôle que jouent ces récits de science-fiction, les films, les livres, sur la manière dont notamment les entrepreneurs et les chercheurs dans la Silicon Valley, mais pas que, conçoivent l'avenir de l'IA et conçoivent l'IA en règle générale? Alors, le rôle de la science-fiction, bon, il est aussi un peu hétérogène dans le sens où il y a plusieurs types de science-fiction et sans doute une science-fiction qui écrase toutes les autres et qui va influencer des grands entrepreneurs comme Bezos ou Musk qui ont chacun leur vision de la conquête spatiale. Je pense par exemple Bezos qui est fan de quelqu'un qui s'appelle O'Neill, envisage la conquête spatiale non pas comme une expansion par exemple sur Mars, mais plutôt comme l'établissement de colonies spatiales autour de la Terre. C'est pas le cas pour Mars, qui est influencé par d'autres auteurs de science-fiction et aussi d'autres passeurs. Je pense notamment à quelqu'un comme Zubrin, par exemple, qui est président de la Mars Society et qui, lui, envisage plutôt carrément la colonisation de la planète rouge. Donc je crois qu'il faut aussi voir la science-fiction comme quelque chose qui a animé leurs rêves de gosse. Alors je sais pas quels sont il faudrait me donner un peu de temps pour regarder par qui est inspiré Sam Altman, mais effectivement, il y a des représentations, des visions technologiques qui vont influencer, parfois se marier avec les idéologies préexistantes. Typiquement, si je reprends O'Neill, la vision de la colonisation de l'espace à proprement parler de O'Neill, elle est très située socialement. Il s'agit de recréer les suburbs américains des années 70 avec des familles bourgeoises, blanches, etc. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est quelque chose de fondamentalement eugéniste, mais en tout cas, il y a quelque part une inspiration un peu sécessionniste et puis surtout de reproduction de la matrice sociale existante. On n'est pas dans des science-fiction qui sont particulièrement progressistes. Je ne connais pas de grands entrepreneurs de la Silicon Valley qui soient empreints des textes de Becky Chambers, qui est par exemple une autre autrice de science-fiction récente qui imagine l'espace de façon un peu différente. Mais en tout cas, oui, les films reviennent beaucoup dans les discours de ces gens-là. Bon, après, c'est pas tellement mon optique première. Moi, j'étudie pas spécialement la science-fiction. J'étudie plutôt l'histoire des techniques et les organisations. Tu as abordé le sujet quand tu présentais un peu ces différentes idéologies où finalement on présente le futur de manière assez binaire, soit très joyeux, utopique, soit à l'inverse très sombre, apocalyptique. J'ai en tête notamment sur l'IA où soit on aurait une guerre générale, c'est un peu la vision de Sam Altman notamment qui se dit bah on va résoudre tous les problèmes humains, ou Eric Schmidt qui disait bah on va pas réussir à battre le changement climatique mais l'IA va le faire pour nous et donc il faut investir à fond dedans, ou à l'inverse, et c'était un peu tu parlais de Nick Bostrom sur cette IA super intelligente qui potentiellement demain pourrait échapper à ses créateurs et à la mode Terminator nous détruire. Donc là on voit bien des visions un peu alors mythologiques, ou en tout cas il y a vraiment deux récits qui sont pas fondés sur des faits, mais en tout cas qui sont des récits qu'on se raconte. Comment, pour toi, ces deux récits, ils impactent les développements de l'IA, et notamment, tu citais deux auteurs tout à l'heure, je lisais un article justement sur la question de l'alignement des modèles, et notamment des LLM récemment, sur des valeurs supposées universelles, mais qui sont en fait celles que les ingénieurs de la Silicon Valley notamment vont mettre dans ces modèles. En réalité, ce qui est intéressant dans ce schisme, donc intelligence artificielle générale, singularité,
et soit tout, soit rien, quoi, soit échec total de l'humanité, hein, donc ce que tu disais du fondateur de Google qui dit effectivement aujourd'hui on n'y arrivera pas, le climat, quoi, donc faut laisser l'IA le faire. L'idée sous-jacente est qu'on arrivera à mimer le cerveau humain et même à produire une intelligence qui lui sera supérieure. Et d'ailleurs qui lui sera supérieure et à la fois dangereuse, puisqu'elle, selon eux, empruntera les chemins les plus tortueux de l'âme humaine, c'est-à-dire la prédation, par exemple, l'envie de tuer, etc. Ça, c'est encore une fois Thibaut Prévost qui m'éclairait là-dessus dernièrement, hein. Ces gens-là n'imaginent pas qu'une IA générale qui mime le cerveau humain puisse relever d'une intelligence qui ne soit pas prédatrice. Qui en dit long, en fait, sur leur vision de l'âme humaine. Et quand je dis âme humaine, je ne sépare pas le corps de l'esprit, mais c'est plus pour qu'on me comprenne. Donc, au centre de leur considération, il y a finalement quelque chose qui est très simple, ça s'appelle le réductionnisme. C'est de dire qu'on peut réduire l'humain à son cerveau. Et que par extension, on peut mettre ce cerveau dans une machine, tout simplement, sans même d'ailleurs qu'on puisse comprendre totalement le fonctionnement du cerveau, hein, évidemment. Donc il y a un réductionnisme qui est très très fort et qui relève de la pensée philosophique, en tout cas des controverses philosophiques anciennes. On prend Descartes, par exemple. Je pense donc je suis de Descartes, c'est vraiment ça. C'est l'idée que le cerveau peut penser tout seul, c'est-à-dire en dehors de son environnement naturel, en dehors de son environnement social. Donc il y a une controverse très intéressante d'ailleurs à ce moment-là entre Descartes et Spinoza qui dit, pour le coup, lui, l'homme n'est pas un empire dans un empire. Et Spinoza qui étudie l'âme humaine, ou en tout cas le corps humain aussi à travers les affects. Et quand on lit l'éthique de Spinoza, on comprend qu'il a une vision du corps, ou même pas du corps d'ailleurs, de l'humain qui n'est pas du tout compatible avec celle de Descartes. Et d'ailleurs, il y a un très bon bouquin d'un cognitiviste qui s'appelle Antonio Damasio qui parle très bien de ça. Le bouquin s'appelle L'erreur de Descartes et il montre bien que le cerveau n'existe pas en soi. Le cerveau est dans la tête sur les épaules sur le corps qui lui-même est sur Terre. Et la Terre, on fait partie de ce biotope-là, c'est notre biotope, ce qui rend quelque part quasiment impossible le fait de toute façon de l'exporter ailleurs, qu'il soit dans une machine ou sur une autre planète. On peut toujours essayer d'aller vivre sur Mars, mais on va vivre dans des grottes, à l'abri des radiations solaires et sûrement pas très longtemps. Donc, ce qui est déplorable là-dedans, finalement, c'est que ça va effectivement diriger les développements techniques vers l'imitation de ces facultés humaines, vers le fait d'atteindre cette AGI qu'on n'atteindra peut-être jamais ou sous une forme qui sera de toute façon un peu monstrueuse, puisqu'elle ne sera jamais incorporée, alors qu'on pourrait tout à fait faire autre chose. Pourquoi on s'évertue à imiter le cerveau humain? Enfin, moi, c'est vraiment la première question que je pose quand je vois, par exemple, les assistants personnels qui sortent à tout va. Hier encore, un buzz dans The New Yorker sur des chercheurs qui travaillent sur des LLM capables de mimer une personnalité après 2 heures d'entretien avec quelqu'un. Et ça marche sûrement pas aussi bien qu'on le dit, évidemment, parce qu'il y a toujours des erreurs. Mais est-ce qu'on n'aura pas une meilleure utilisation, finalement, de nos cerveaux? Donc la question de l'alignement, finalement, elle arrive après toutes ces considérations en disant, ah oui, mais on va faire en sorte que ces intelligences artificielles-là correspondent à ce qu'on attendait du point de vue des valeurs. Mais quelles valeurs, en fait? Les valeurs, c'est toujours des choses qu'on détricote de façon très disparate. C'est quoi la liberté? C'est quoi la légalité? C'est quoi l'équité? Et qui, dans le concret des choses, ont des traductions qui sont complètement différentes selon les cas, en fait, tout simplement. Et ce qui est de nouveau déplorable là-dedans, c'est que cette vision-là d'un homme réductible à son cerveau, et j'ajouterais même peut-être une parenthèse là-dessus, hein, les travaux les plus récents en sciences cognitives font état de non-séparation entre le corps et le cerveau. En fait, c'est la même chose. Et ça, c'est ce que dit un cognitiviste qui s'appelle Henri Atlan, qui a un bouquin qui est vraiment fabuleux, mais très compliqué, qui s'appelle Cours de philosophie biologiste et cognitiviste. Et c'est quelqu'un qui s'y connaît, je crois qu'il est au Collège de France. Et il dit c'est pas des substances différentes. Il n'y a pas d'interaction entre le corps et l'esprit. En fait, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Donc ça cadre les débats, je pense, d'une manière qui fait oublier que l'alignement des valeurs ne repose pas sur ces modèles-là, mais sur des choses bien plus concrètes qui sont des algorithmes du quotidien. Et moi, c'est vraiment la critique que j'ai faite dans notamment un papier récent et d'autres de manière générale, hein, c'est de dire s'il y a un impératif éthique, moral, c'est pas celui de s'intéresser à l'humanité à très très long terme, c'est pas celui d'envisager les valeurs d'une intelligence artificielle qui nous copierait, puisque c'est pas d'actualité, en fait. Tout comme il n'est pas intéressant de se poser des questions qui ne se posent pas sur quelle occupation interstellaire on fera de l'espace. Les questions aujourd'hui sont beaucoup plus tranchées, beaucoup plus réduites à des algorithmes beaucoup plus localisés sur des choses concrètes, je sais pas, Parcoursup, utilisation des algorithmes dans la justice. Donc nous, sociologues, c'est ça qu'on va regarder en fait. Et finalement, toutes ces idéologies nous intéressent parce qu'elles montrent quel est notre terrain. Mais en fin de compte,
si ce n'est pour les décrire, les problèmes qui nous concernent ne sont pas ceux-là. Et tu citais 2 auteurs tout à l'heure qui sont beaucoup intéressés à toutes ces idéologies-là, et dans un papier qu'ils ont publié assez récemment, je lisais qu'ils constataient, en tout cas, que les tenants, en tout cas les figures de proue de toutes ces idéologies, en- avaient des caractéristiques communes. Souvent, c'était des hommes qui étaient très éduqués, souvent blancs. Comment on peut interpréter le fait que ils aient ces caractéristiques communes, et est-ce que c'est important, et en quoi c'est important peut-être d'avoir en tête ces caractéristiques-là, qui sont donc pas représentatives de l'entièreté des sociétés, pour analyser peut-être ces théories? Alors l'interpréter, je sais pas, mais déjà le constater et constater les suites d'une ségrégation raciale, d'une forme de ce qu'on appelle la colonialité en fait, hein, enfin de reste de colonialisme aux États-Unis, alors que le colonialisme inversé, hein, puisque, enfin, et pas tellement d'ailleurs, hein, puisqu'il s'agit bien d'une conquête. Et donc ça désigne, je pense, d'une part une forme d'immobilité sociale dans ce milieu, alors qui a tendance à changer un peu avec des figures qui viennent renouveler tout ça. Et ça montre aussi dans quelle mesure leurs considérations sont très liées à leur position sociale. Je pense que c'est pas un scoop, hein, effectivement. C'est souvent des visions toujours assez colonialistes, d'une certaine manière, ou en tout cas, comme on dit, paternalistes de la technologie. Donc il est toujours question déjà de produire des objets pour soi-même qui ne sont utiles que pour soi-même. L'idée d'avoir, je sais pas, un majordome finalement, qui est un peu cet assistant vocal que la tech cherche à formuler. Ou alors d'un autre côté, d'essayer de faire de la tech for good dans des pays lointains, de façon totalement décorrélée des besoins locaux. Donc cette homogénéité sociale, je ne sais pas si c'est une interprétation, en tout cas elle explique en partie pourquoi les fonds qui sont levés conduisent à faire des choses qui n'intéressent finalement qu'une petite partie de la population. Après, je crois qu'il y a aussi une forme de sélection médiatique de ces figures, avec peut-être une partie des médias qui est elle-même assez homogène, qui aime à se complaire dans cette forme de sensationnalisme, hein. Et même en allant plus loin, il y a même une sélection des critiques. Moi, c'est ce que j'ai vu beaucoup en regardant notamment les lanceurs d'alerte. Quand on regarde la sélection médiatique des lanceurs d'alerte, elle-même, elle est stratifiée du point de vue racial, racial au sens américain du terme, hein. On entend plus parler de Frances Haugen, par exemple, que, alors peut-être pas de Tim Gebru, mais que d'autres qui sont passés un petit peu sous les radars, ou des travailleurs du clic qui eux-mêmes s'organisent dans des pays étrangers pour des questions qui sont aussi liées à cette question raciale, et c'est quand même particulièrement problématique. T'as abordé la question rapidement et je sais que t'as pas mal travaillé là-dessus, sur les risques existentiels que certains chercheurs, entrepreneurs mettent en avant. Notamment, on en avait beaucoup parlé, où Musk et d'autres avaient signé une tribune pour mettre en pause, on va dire, les développements de l'IA. Est-ce que tu pourrais présenter rapidement ce que c'est, et donner ton sentiment sur le fait que, est-ce que ça renforce pas d'une certaine manière l'idée que de toute façon le progrès est là, l'IA va de toute façon infuser partout dans la société, et que si on veut pas être laissé de côté, il faut prendre le train. Enfin, et donc ça participe du fait qu'on va pas trop questionner les fondamentaux, le pourquoi on a besoin de cette technologie, pourquoi on la crée. De fait, on y va. Alors, il y a une forme d'hypocrisie là-dedans. Le risque existentiel, il s'agit d'envisager le développement de l'IA principalement par ceux qui font l'IA, hein. C'est eux-mêmes, entre guillemets, pompiers pyromanes, qui lèvent des fonds, payent des ingénieurs pour créer des systèmes de plus en plus autonomes, ce qui peut poser des problèmes, hein. Moi, j'ai des discussions avec des gens qui sont très partisans de l'existence de ces risques et qui font part d'inquiétudes dans le domaine de la cybersécurité, ce que j'évacue pas complètement par ailleurs. Pour autant, le risque existentiel, c'est une vision eschatologique du risque, une vision totale du risque, apocalyptique du risque. Tout s'effondre, et en réalité, ce qui s'effondre, c'est avant tout le monde des gens qui signent ces tribunes et ces lettres et qui mettent sur la place publique cette question des risques existentiels, qui par ailleurs transite via la littérature grise dans les administrations, y compris européennes. Donc c'est un vocabulaire qui a infusé. Et ces visions des risques existentiels, elles concernent avant tout un mode de vie qui est un mode de vie occidental, un effondrement qui est celui de ces gens-là qui, quelque part, ont un peu peur que, pourquoi pas, Terminator prenne le pouvoir, et qui vont jusqu'à produire toute une littérature, tout un champ scientifique qui s'est constitué,
autour de la question de quelle est la part de ces risques, la part objective, par exemple que l'humanité soit détruite à cause d'une intelligence artificielle. Et donc on a des concours qui sont souvent faits sur la base d'ailleurs d'interviews d'experts qui sont jamais des gens qui travaillent dans les sciences humaines, hein. C'est principalement des ingénieurs et rarement des scientifiques, hein, je précise, hein. On parle plutôt d'ingénieurs, hein. C'est pas des scientifiques les ingénieurs, c'est pas exactement la même chose. Et qui vont donc je disais faire un peu des concours de projection sur, par exemple, d'ici 2040, l'humanité a 25% de chances de péricliter à cause de l'IA ou 83% en 2047, etc. Enfin, on voit bien que, encore une fois, un petit peu comme les conversations qu'on avait au début sur le transhumanisme, on quitte le registre de la science pour rentrer dans un registre qui est celui de la prospective ou de la futurologie, qui n'a absolument rien d'assis scientifiquement d'une part, et qui ensuite passe outre les effondrements locaux, les apocalypses locales, les risques peut-être même existentiels ultra locaux des gens qui fabriquent l'IA. Des endroits où tous les 3 jours Microsoft met un data center pour faire de l'IA, des ponctions sur les matières premières, l'eau, etc., etc. Et tout ça, ce sont des risques qui ne sont pas du tout envisagés du point de vue des risques existentiels. Ce qu'on envisage, c'est l'apocalypse. L'Arche de Noé est assez intéressant d'ailleurs dans la mythologie états-unienne, puisque il y a un peu toujours ça, je sais pas, par exemple dans les séries américaines, il y a une espèce de fanatisme quand même de la fin de l'humanité et de la reconstruction de l'humanité derrière, quoi, hein, de la reconquête de l'Ouest, qu'on pense à Deep Impact, c'est la météorite qui arrive sur Terre finalement, boum, et puis on va reconstituer l'humanité derrière. J'avais écrit un papier là-dessus sur ce désir un peu refoulé de starting over, quoi, de recommencer finalement. Parce qu'on a aussi dans les séries apocalyptiques avec des zombies, des choses comme ça, où on reprend un peu le pouvoir sur notre destin dans des communautés réduites, souvent sécessionnistes, très armées, très masculines, etc. Donc ces risques existentiels, aujourd'hui, pour moi, ils ont le principal défaut, et d'ailleurs la preuve, c'est qu'on en parle aujourd'hui quand il y a plein d'autres choses à dire, mais c'est aussi l'idée de l'entretien, donc c'est pas du tout un blâme, mais ils réduisent le débat à quelque chose de binaire et tout à fait inintéressant, qui mériterait d'être plus traité, c'est-à-dire les impacts et les conditions de production aujourd'hui des algorithmes, des programmes, des logiciels d'intelligence artificielle. Je voulais rajouter une question par rapport à ça. Donc oui, en effet, il y a plein d'autres problèmes, que ça soit sur l'accaparement des ressources, des problématiques sociales des gens qui vont labelliser les images pour les modèles ou autres, et donc qui sont des problématiques très très concrètes, contemporaines, ou qui se posent aujourd'hui et pas dans 100, 200 ans, 1000 ans, et qu'on aimerait peut-être voir plus traitées. Pour autant, la question des risques existentiels, elle est là et elle est portée par des personnes importantes dans ce monde-là. Et tu disais, c'est des choses, c'est pas fondé forcément scientifiquement, c'est plus des craintes ou en tout cas de la mythologie qu'on se raconte. Comment on fait pour revenir justement à un débat plus factuel, plus concret, plus scientifique, notamment dans une époque, et avec l'IA générative, on le voit avec toutes ces, et cette ère un peu de la post-vérité où chacun peut avoir un peu sa vérité, et en même temps on a besoin autour de l'IA de se mettre d'accord un petit peu sur des fondamentaux, parce que qu'on le veuille ou non, c'est une technologie qui est quand même en train de transformer des pans entiers de notre société. Et donc, comment on en revient à des choses plus concrètes, plus factuelles, de dire oui, ok, il y a peut-être ces risques-là qui sont fantasmés. Pour autant, il y a des vraies problématiques qui se posent aujourd'hui. Comment on les prend aussi en considération, quoi. Et déjà, on les sélectionne, on les filtre, alors il n'y a pas de on, hein, normalement dans ce que j'écris. Donc je vais préciser, les gens qui sont les traducteurs, les vecteurs, les intervieweurs, des gens aussi comme toi, comme moi à certains égards, hein, les journalistes, alors, tout dépend de quel journaliste on parle, écrit, télé, etc., doivent faire ce travail de filtre basé sur des réalités scientifiques, sociales, des priorités, etc. Et ça, c'est très bien étudié, puisqu'il y a des études longitudinales qui sont faites sur des corpus de presse depuis 5, 10, 20 ans par différents laboratoires de recherche, à Sciences Po, à l'UTC, voilà, des chercheurs et des chercheuses qui compilent ces travaux scientifiques, ces travaux journalistiques-là, et qui montrent à quel point l'orientation est conditionnée par du sensationnalisme et du préjugé sur l'efficacité de ce sensationnalisme, parce que c'est même pas tellement chiant en fait que si on parlait d'autre chose, ça se vendrait moins, entre guillemets. Enfin, ce sont des sujets qui sont tout aussi intéressants, à mon avis. Une sélection qui est aussi très problématique dans les personnes qui emblématisent ces sujets. Donc on voit hein, que dans certains papiers, les 10, 15 personnes les plus citées sur les années 2015, 16, 17, 18, 19, etc. jusqu'à aujourd'hui sont principalement des hommes, pour revenir à ce que tu évoquais tout à l'heure, des ingénieurs, souvent des gens qui sont potentiellement en conflit d'intérêts. Et là, on peut se rejoindre éventuellement avec les gens qui, notamment en France,
parle des risques existentiels, pas complètement, mais un petit peu. Et donc ça commence par là, ça commence par poser les bons sujets. Et les bons sujets, ce sont pas des sujets de prospective à très très long terme. Non pas qu'il faille pas du tout en parler. Moi, ça me dérange pas qu'il y ait un champ qui étudie les risques apocalyptiques. Mais s'il vous plaît, qu'ils ne prennent pas toute la place, en fait. Puisqu'on éteint, on invisibilise des controverses qui sont beaucoup plus concrètes, je pense, parce qu'en ce moment, j'écris là-dessus, par exemple, aux algorithmes de Parcoursup, et qui posent une question intéressante aussi. C'est que quand on dit algorithme, intelligence artificielle, logiciel, programme, tous ces mots qu'il faut différencier, puisque un algorithme, finalement, c'est quelque chose d'assez abstrait, qui n'a pas vraiment de définition mathématique, qu'on ne peut pas vraiment estampiller du droit, parce qu'il faut créer un programme derrière, etc. Il y a toujours une présomption de complexité, ça c'est ce que dit un autre auteur, un philosophe des sciences, s'appelle Maël Penny, qui est vraiment très intéressant dans un livre sur l'intelligence artificielle. Ce sont des systèmes qui sont parfois assez simples, en fait, qui sont d'une part simples, ensuite qui sont pas complètement artificiels, comme souvent ils sont mixtes, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des décisions automatisées et des décisions humaines, dans des processus qui eux-mêmes consistent par exemple à gérer des masses, en l'occurrence pour Parcoursup des masses d'étudiants, ou pour des algorithmes dans la justice à utiliser ce qu'on connaît de la société pour, par exemple, dans le cas de Compass, qui est vraiment le cas le plus évident, et là j'en profite pour en parler, hein, de controverses sur l'utilisation des algorithmes qui consistaient à prévoir les cas de récidive chez les personnes déjà jugées. Et donc là, c'est un cas natif, séminal de tous les débats éthiques, et il réunit absolument tout, puisque l'algorithme était basé sur des critères complètement fantoches, par exemple, c'était 137 critères dans le cas de Compass, et on allait jusqu'à demander aux gens, donc aux gens potentiellement récidivistes, qu'est-ce qu'ils feraient dans le cas, qu'est-ce qu'ils pensaient par exemple d'une personne n'ayant pas à manger, cette personne devrait-elle voler ou non pour se nourrir? On allait aussi voir chez ces personnes si leurs parents eux-mêmes avaient récidivé ou commis des actes délictueux, des crimes, etc. Et donc là, on a une utilisation de la sociologie finalement, des sciences humaines, de l'étude des déterminismes sociaux, parce que c'est ça qu'on fait en sociologie. Tout le monde connaît la reproduction sociale, éventuellement la distinction de Pierre Bourdieu. Enfin voilà, on a potentiellement même étudié ça au lycée quand on a fait un peu d'éco ou de sociaux comme c'est mon cas, mais de toute façon, c'est quand même des choses qui sont assez connues. Connaître le social, ça permet de le comprendre pour éventuellement le résoudre, atténuer ces lois du social, je serais tenté de dire, qui font qu'on reproduit les différences sociales. Tout comme on a besoin de connaître les lois de la physique pour faire voler un avion, en fait. Et si on ne les connaît pas, l'avion ne vole pas. C'est aussi simple que ça. C'est ce qui permet aussi de retourner l'argument des gens qui disent oui, mais connaître les déterminismes sociaux, ça les renforce parce que quand on est né dans une famille pauvre, on se dit qu'on ne peut pas s'en sortir, alors on ne s'en sortira pas. Et ce qui est une critique absolument ignoble, finalement, de l'étude des déterminismes sociaux. Et ces déterminismes sociaux, ils sont non pas utilisés pour comprendre et améliorer la société, mais ils sont utilisés par certains algorithmes pour finalement manipuler la société dans un sens qui reproduise encore ces déterminismes sociaux. Donc on inverse l'utilisation de la connaissance. Un cas comme Compass, parce qu'on connaît le passé des gens qui les a déterminés en partie pour devenir récidivistes peut-être, alors on considère qu'ils vont l'être. Et donc en fait, en faisant ça, on renverse la tendance et on reproduit encore ces inégalités sociales. Et posé comme ça, ce sujet, il est très loin de la notion des risques existentiels. On n'est pas sur des systèmes forcément très complexes, d'une part. On n'a pas besoin de se projeter dans un avenir très lointain. Ça concerne des gens aujourd'hui sur des problématiques sociales qui concernent tout le monde. Parce qu'on a besoin de savoir qui va en prison ou pas, qui va dans telle formation ou pas. Dans le cas de Parcoursup, ça concerne potentiellement nos enfants à tous lorsqu'ils quittent le lycée et qu'ils vont dans l'enseignement supérieur. Vous voyez, enfin, moi j'ai l'impression que c'est des débats qui sont absents de ces grandes figures qui parasitent finalement le débat dans les médias. Moi je regarde les gens qui étudient les risques existentiels, et, elles ont tendance beaucoup à afficher comme ça des grandes personnalités, Musk versus Yann Lequin versus machin, donc c'est quand même souvent des concours de masculinisme, pour le dire proprement, ou Musk et Bezos dans le spatial, avec ce qu'on appelle avec mon copain Arnaud le concours d'orbite, qui ira le plus loin dans l'espace, etc. Mais effectivement, c'est des manières de mal poser les problèmes. Donc la sélection médiatique, c'est une première réponse à cette question que vous posez, qui est comment on filtre effectivement les bons débats des mauvais. Voilà. Et ensuite, il y a une autre question qui est comment en dehors de la sphère médiatique, mais dans la sphère citoyenne, peut-être même institutionnelle, on crée ces débats. Donc ça, c'est une autre question. Justement, ça me permet d'enchaîner peut-être sur cette question de la démocratisation du débat autour de l'IA, parce que c'est vrai que, comme tu disais, on a souvent tendance à
à faire de l'IA quelque chose d'ultra complexe, même si ça peut être le cas sur certains outils, algorithmes, techno, et peut-être d'une certaine façon, ça permet aussi de réserver cette réflexion à des gens qui seraient capables, une sorte de, alors c'est techno-élite, mais et la question que j'avais envie de te poser, c'est comment on fait pour justement mettre au cœur du débat démocratique citoyen cette question de l'IA, des choix technologiques qu'on fait, et que ça permette que ça soit quelque chose qui soit décidé le plus en commun possible, ou en tout cas avec les gens qui auront envie de s'en emparer et qui sont impactés par la techno, et pas juste par les personnes qui construisent et qui pensent les technologies. Et déjà, première question qui est intéressante, parce que si on, comment dire, quand on regarde les ingénieurs ou les producteurs de systèmes techniques, d'intelligence artificielle, d'algorithmes, de programmes, qui ont signé ces lettres qu'on évoquait tout à l'heure, donc l'idée de faire des moratoires sur l'IA, de s'arrêter pendant un moment, si tant est que ça soit factuellement possible, hein, puisqu'il faut bien payer les salariés, il faut bien lever des fonds, est-ce que les investisseurs seraient d'accord pour qu'on arrête 6 mois? On arrête, mais pourquoi faire? Comment on réfléchit, etc. La seule question qu'ils posent pas, évidemment, le seul endroit où on les voit pas, c'est demander l'avis des gens concernés quand on fait un data center. Voilà. En véritablement de porter une vision politique de leur technologie. C'est ce qu'ils font pas, en fait. Les ingénieurs qui discutent comme ça publiquement, ils ont pas comme idée de mettre au vote le fonctionnement d'un LLM, quoi. Et je dis pas que c'est ça qu'il faut faire. Mais on voit bien qu'ils sont très loin de ces considérations-là. Donc, dans le livre qu'on a publié en 2020 avec Yael, Technologie partout, démocratie nulle part, justement, on se posait ces questions sur des systèmes techniques diverses et variés. Alors, à l'époque, les grandes controverses qui agitaient le monde de la tech, c'était la 5G, la reconnaissance faciale, la surveillance, qui sont aussi des intelligences artificielles, et l'automatisation des caisses automatiques dans les supermarchés et les hypermarchés. Et des technologies qui existent toujours sous d'autres formes, hein. On pourrait poser d'une certaine manière la même question avec les LLM, même si on a l'impression que ce sont des choses un peu nouvelles, à certains égards, elles le sont. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre que chacune de ces techniques, déjà, sont produites dans des conditions particulières, sont implémentées dans d'autres conditions par d'autres personnes, et ensuite sont déployées. Et donc, si on pense la démocratisation des choix technologiques, il faut déjà se pencher sur toute cette chaîne, qui est à la fois une chaîne de valeur et une infrastructure sociale, donc ce qu'on appelle un système socio-technique. Il n'y a pas de démocratisation de l'intelligence artificielle s'il n'y a pas une démocratisation des modes de production du travail à l'origine, chez les annotateurs, chez les modérateurs, etc., dont les conditions de travail que ces gens-là vivent au quotidien et dont on sait, puisque c'est parfaitement documenté, qu'elles sont la plupart du temps déplorables. Que ça fonctionne à travers une division internationale du travail, nord-sud, héritée de processus coloniaux, néocoloniaux, etc. Je ne refais pas le pitch là-dessus, parce que je pense que tous les gens qui s'intéressent à la tech le savent aussi. Donc c'est une question qui est fondamentale, qui est première. Voilà. Et tout comme, si on veut démocratiser le fonctionnement d'une mine, faut commencer par arrêter d'envoyer des gamins pour aller miner, quoi. Donc, on en est vraiment encore à ces questions-là, ou presque, en tout cas dans la tech. Ensuite, ces systèmes sont déployés à l'intérieur d'entreprises où éventuellement les salariés ont un mot à dire sur la façon dont ils conçoivent et à quoi servent ces outils. Et là, on a vu, notamment chez Google, beaucoup de controverses dans les années récentes sur Project Maven, par exemple, l'utilisation d'intelligence artificielle pour des drones de guerre, etc. Donc, il y a une manière aussi de prendre en considération, là on parle du cas américain, mais il y aura la même chose dans le cas français, les ingénieurs, les cols blancs qui sont concernés par ces développements, et ce qui pose la question aussi de la représentativité des salariés, de la place, des syndicats. Parce que quand on dit démocratie, ça veut strictement rien dire dit comme ça, en fait. Il faut parler des arènes démocratiques où à chaque étape de la construction des technologies, des gens s'organisent à travers des institutions et des contre-pouvoirs qui permettent de faire la démocratie. Une entreprise sans CSE, sans syndicat, sans voix salariée, c'est pas une entreprise démocratique. Et l'entreprise, dans l'absolu, n'est pas fondamentalement une entité démocratique. C'est le problème, d'ailleurs, quelque part, de toutes les considérations démocratiques aujourd'hui, c'est que la démocratie, l'entreprise échappe finalement à la démocratie, à moins que ce soit une entreprise complètement collectivisée ou certaines formes d'entreprises qu'on connaît, coopérativistes, qui permettent de faire ça. Et enfin, on a la même question de représentativité des salariés dans l'entreprise où les gens sont automatisés, en quelque sorte. Donc voilà, si on prend juste ce champ-là, ça pose toutes ces questions-là qui sont fondamentalement assez simples, voilà, et qui sont des questions qui divisent le champ politique de façon assez claire. Après, on a des grandes controverses qui concernent, j'allais dire, la citoyenneté au global ou la consommation au global, qui là varient selon les technologies, effectivement, où on pourrait faire locaux concernant l'implémentation. Je pense par exemple à la reconnaissance faciale algorithmique à Paris,
ça peut faire l'objet d'une convention citoyenne, d'un vote, voire même déjà de décisions dans la municipalité qui serait un peu plus démocratique. On sait que dans les municipalités, c'est quand même en tout cas en France, c'est quand même le maire qui a un petit peu tout pouvoir. C'est aussi un sujet. Donc interroger la façon dont on démocratise la technologie, de toute façon, c'est interroger la façon dont la démocratie peut être démocratisée, quelque part. Moi, j'ai beaucoup étudié, par exemple, le cas de la 5G dans l'avant-dernier livre. Ce sont des questions qui sont, de la même manière, qui échappent aux considérations démocratiques, mais bien plus en amont, par exemple. Donc c'est encore un autre sujet. Un réseau de télécommunications, vous le pensez 10 ans à l'avance, dans des conglomérats industriels, qui en l'occurrence sont financés plutôt par des programmes d'innovation de la Commission européenne, etc., qui est une organisation qui n'est pas franchement démocratique. Et donc là aussi, on a encore une autre échelle de démocratie où on pourrait, par exemple, co-décider des usages et des projections de croissance, notamment en termes d'utilisation de données, de technologies, etc., de façon un peu plus citoyenne. C'est peut-être un peu naïf de dire ça, puisque autant démocratiser l'entreprise, démocratiser faire des votes à l'échelle d'une ville, ça peut s'envisager. Est-ce qu'il faut démocratiser l'Union européenne de cette manière? Je ne sais pas, mais ce que j'essaie de montrer là, c'est que prendre ces décisions de façon démocratique, c'est interroger tous ces endroits et tous ces moments. Tu disais dans ta réponse que les ingénieurs qui parlent de, de ces risques existentiels ou de l'impact, ils portent pas vraiment une vision politique de ces enjeux-là. Pour autant, quelque chose qui est assez récent et qu'on a vu émerger, voilà, avec l'élection de Trump où Elon Musk a beaucoup œuvré à son élection. J'ai vu plus récemment que Sam Altman s'était maqué, je crois, avec le maire de San Francisco. Enfin, en tout cas, on voit quelque chose qui était en tout cas peut-être passé sous le radar, mais qui était moins public, ces figures de la tech qui vont investir le champ politique et j'imagine porter la vision qu'ils peuvent avoir. Est-ce que par rapport à ça, on parlait des théories comme le transhumanisme, l'altruisme efficace. Est-ce qu'il y a derrière ces théories, ces idéologies, il y a un programme politique cohérent ou pas et une volonté d'une certaine manière de s'emparer du pouvoir pour transformer la société, plus seulement via le secteur privé, la technologie, mais aussi via l'État en fait. Alors quand je disais qu'ils n'avaient pas une vision politique, je voulais plutôt dire qu'ils avaient une manière d'envisager la politique qui laissait à l'écart la citoyenneté de manière générale. Évidemment, il y a une vision politique chez toutes ces personnes, dans le sens où ils ont une vision de trois choses. Anthropologiquement, en politique, ils ont une vision de la répartition de la richesse, qui a plus que qui. Ils ont une vision de la justice, qui fait justice. Et ils ont une vision aussi des statuts. C'est-à-dire, par exemple, on voit chez des gens comme Mark Andreessen ou d'autres personnes comme ça, il y a une vision genrée, une vision raciale. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont plus de valeur que d'autres. Et on le voit dans l'altruisme efficace aussi. Ceux qui innovent ont plus de valeur que ceux qui n'innovent pas. Donc quand on rassemble ces trois éléments, on a l'étendue de la vision politique de ces gens, et qui, on le réalise maintenant parfaitement, et une vision, en tout cas, tu parlais de Musk, pseudo-libertarienne. Moi, j'ai regardé ça de près. Musk, c'est un personnage quand même assez particulier, puisque c'est des gens, de toute façon, la contradiction ne va pas les déranger. Dans le sens où un Trump travaille avec un Musk, tout en étant climato-sceptique et en promouvant les voitures électriques pour des raisons qui peuvent éventuellement être liées à la qualité de l'air ou des choses comme ça. Et aussi de la relance industrielle. Mais en tout cas, on n'est pas à une contradiction près. De la même manière, chez Musk, on n'est pas à une contradiction près. Il peut se prévaloir d'une vision libertarienne de la société, tout en faisant fantasmer la vie sur Mars et des communautés autonomes, ce qui d'ailleurs est illégal au regard du droit spatial, mais peu importe, tout en reposant largement sur le complexe militaro-industriel américain et ces 17 agences qui financent tous ces développements. Comprendre que Musk, c'est quelqu'un qui, dès l'origine, tire sur des bases américaines qui sont des bases de lancement de missiles, qui profite des contrats du département de la Défense, puis d'autres contrats militaires pour se sauver dès le début, puisque les Falcon, les premières, ont quand même beaucoup de mal à voler, qui enchaîne la contractualisation avec la NASA pour le fret sur la station spatiale internationale, etc., puis l'envoi d'humains. Donc c'est finalement quelqu'un qui, et je le dis assez ironiquement, qui est plutôt socialiste en fait, quoi. L'idée, là, Trump vient lui demander de démanteler l'État, enfin, en tout cas les dépenses de l'État. Je suis pas sûr qu'il va démanteler les dépenses de l'État en matière de vol spatial. Je pense que c'est des gens qui cherchent plutôt dans le capitalisme le monopole, comme l'a très bien théorisé Peter Thiel. Son idée, c'est plutôt d'aller évincer les concurrents, éventuellement Boeing, Blue Origin, etc., pour asseoir sa vision. Est-ce qu'il y a une vraie vision chez Musk qui est effectivement une vision un peu prométhéenne d'expansion de l'humanité, tout comme chez Altman, qui prétend que grâce au LLM, on va pouvoir résoudre tous les problèmes de la physique?
probablement. Après, je pense que c'est aussi une façon de créer de la sidération pour persévérer dans son être, quoi. Ces gens-là ont le pouvoir, ils veulent le garder et imposer une façon d'envisager la société. Mais il ne faut pas le négliger, hein. Moi, je pense que je reparle de cet article, par exemple, de Marc Andreessen, qui est aussi, avec Peter Thiel, un des grands pontes finalement de la Silicon Valley, des grandes idées qui se développent dans la Silicon Valley. Marc Andreessen, c'est quelqu'un qui a produit ce qui s'appelait le manifeste techno-optimiste, donc c'était il y a quelques mois, et c'est un manifeste mais vraiment au vitriol pour la technologie contre les décroissants, avec des références directement fascistes en fait. Donc oui, effectivement, on est face à des personnes qui ont énormément de pouvoir. Après, est-ce que ça va durer? Est-ce que par exemple, le mariage entre Elon Musk et Trump va durer? C'est pas sûr. Surtout qu'au centre, il y a quelqu'un qui s'appelle J.D. Vance, et qui en l'occurrence, lui, est responsable de la politique spatiale aux États-Unis, hein, c'est réglementaire, et qui n'a pas forcément envie que, par exemple, que Musk se détourne du programme lunaire pour aller sur Mars. Bref, je ne rentre pas dans les détails puisqu'on quitte un peu le monde de la tech pour le monde spatial, mais qui me semble aussi très, très intéressant pour étudier la question. Donc il y a définitivement, effectivement, une vision politique chez toutes ces personnes, et je finis là-dessus, hein. Mais j'ajoute que on parle beaucoup des États-Unis, elle commence à arriver en France, hein. On a des entrepreneurs en France, aussi sous réserve de questions de souveraineté, de renationalisation, qui prennent la tangente avec des partis d'extrême droite, donc nationalistes, tendance fasciste, Rassemblement national. Il y a des articles dans Le Monde sur des personnes que je ne vais pas citer ici, mais ils se reconnaîtront s'ils nous écoutent, avec l'idée finalement de dire, il ne s'agit pas tellement d'en finir avec le libre marché, mais de financer à l'échelle nationale nos propres technologies. Il n'y a pas tellement de réflexion d'ailleurs sur la technologie en tant que telle. On pourrait financer nos propres caméras de surveillance, nos propres data centers qui vont polluer tout autant, ainsi de suite, nos propres algorithmes qui vont aller automatiser le travail. Il n'y a pas de vision syndicale non plus derrière ces projets-là. Ce sont toujours des projets qui sont ancrés dans l'économie de marché très classique, mais qui se renationalisent aussi parce que, en l'occurrence, le Rassemblement national avait des promesses assez mirobolantes en matière de technologie. Et on le sait, on l'a vu avec Jordan Bardella, qui est quelqu'un qui s'est intéressé à l'intelligence artificielle, qui avait comme conseiller quelqu'un comme Laurent Alexandre, dont on sait qu'il est eugéniste et tendance fasciste depuis longtemps. Mais là, c'est quand même sorti vraiment dans la presse. Alors bon, moi, ça fait 10 ans que j'étudie ces questions, donc c'était évident. Donc ne pas se mettre d'œillères sur ces questions-là. Il y a une vision politique qu'il faut combattre, en fait. Si je dois me faire un peu plus normatif, il faut clairement la combattre. Et j'aimerais bien te poser une question un peu plus ouverte là-dessus, mais en tout cas, moi, je peux voir du monde de la tech, du monde du numérique, il y a pu avoir, au départ, en tout cas, enfin, j'ai le souvenir d'avoir lu le livre de Dominique Cardon sur la culture numérique, où certes, il y a toujours eu une forte présence militaire, mais il y avait aussi un peu la question d'avoir quelque chose d'ouvert, où on allait partager la connaissance, quelque chose d'un peu utopique finalement de la technologie, le numérique au service de l'humain, de l'émancipation, du partage du savoir. Et aujourd'hui, en tout cas, on peut observer une tendance quand même un peu moins émancipatrice. Il suffit de regarder en Chine, aux États-Unis, ce qui se passe où la technologie alors je sais pas si elle est de plus en plus utilisée, mais en tout cas, elle peut être utilisée à des fins de contrôle, de surveillance. Et c'est une tendance avec l'IA que j'ai l'impression qu'il se renforce, où dans le domaine militaire, dans le domaine de la sécurité, l'IA, elle est forcément utilisée à des fins un peu moins ouvertes, on va dire, et que ça infuse beaucoup dans la société civile, j'ai l'impression. Et la question que j'ai envie de te poser, c'est finalement qu'est-ce qui est un peu merdé dans ce passage d'une technologie qu'ont des fondateurs, de certains fondateurs un peu plus ouverte, émancipatrice, à une technologie, on a l'impression un peu plus qui vise à contrôler, à restreindre, et un monde beaucoup plus fermé. Alors effectivement, il y a eu cette période assez enthousiaste, hein, au tournant des années 2000, la création de Facebook. On peut penser aussi au traitement médiatique des printemps arabes, avec l'utilisation des réseaux sociaux par des révolutionnaires. Alors c'est beaucoup plus nuancé que ça, puisque c'était aussi des outils de surveillance. Et une désillusion, la désillusion, on peut la mettre sur le coup de plusieurs phénomènes, en tout cas en Occident. Et c'est très important d'avoir cette différence en tête, puisque on a des grands événements comme l'affaire Snowden, prisme, surveillance généralisée, y compris dans d'autres pays, etc. La montée aussi de partis nationalistes, tendances fascistes qui ne sont pas directement liées à l'essor des technologies, c'est une tendance aussi plus profonde des crises qui travaillent le capitalisme de manière générale, de façon un peu cyclique. Et on le retrouve avec, je sais pas, l'élection de Trump, le Brexit, etc., l'affaire Cambridge Analytica, qui sont d'autres affaires qui ont
ternit l'image de sociétés comme Google qui avait plutôt très bonne réputation à la fin des années 2000 en réalité. Ça, c'est plutôt l'Occident. Moi, j'invite aussi à se poser 2 questions. Déjà, c'est pas parce que ces systèmes-là existent, tu parlais de la Chine, mais ils existent aussi en France, hein. Le système de surveillance existe parfaitement en France, hein, qu'il n'y a pas de technologie émancipatrice de possible d'à côté. Il y a toujours des technologies qui sont émancipatrices. Et on cite toujours Wikipédia, mais il n'y a pas que Wikipédia. Il y a toujours des réseaux sociaux alternatifs comme Mastodon. Il y a toujours des protocoles comme le mail qui sont très intéressants. Il y a toujours des façons de faire des sites internet légers qui puissent intéresser énormément de gens pour réaliser tout un tas d'activités du quotidien. Donc, je pense qu'il faut le dire. Il y a des façons, par exemple, de faire même de la livraison en ligne avec CobbCycle, CobbCycle qui marche bien. Voilà. Enfin, il y a des gens qui étudient l'open source et de manière plus générale, plus que l'open source, d'ailleurs, la question du libre qui est différente philosophiquement. Donc, il ne faut pas abandonner ces idéaux-là, d'une certaine manière, tout en convenant qu'effectivement, il y a eu un tournant vers quelque chose d'assez sombre. Et en même temps, il faut aussi déplacer le regard vers d'autres pays, qui sont des pays moins développés sur une échelle tout à fait discutable, mais en tout cas qui utilisent aussi des technologies. Et ça, c'est ce que fait notamment une sociologue que moi j'aime vraiment beaucoup, enfin d'ailleurs qui est ethnologue, qui s'appelle Payal Arora. Et j'ai chroniqué son bouquin récemment, puisque elle a le grand avantage d'aller regarder en Chine, en Inde, dans certains pays africains, en Amérique latine, etc., voir justement quelle était la vision de la technologie et si ce pessimisme était en fait mondial. En fait, il ne l'est pas du tout. Il y a encore, en fait, paradoxalement, de l'espoir quant aux technologies qu'on critique, nous, dans ces pays-là, y compris sur Instagram, y compris sur Facebook, pour retrouver de l'individualité, retrouver de la résistance face à des systèmes qui sont potentiellement oppressifs. Alors, il ne faut pas du tout tomber dans l'angélisme, hein. C'est des systèmes qui, même en Asie, par exemple, je pense au massacre des Rohingyas et de la responsabilité de Facebook et notamment de WhatsApp dans ce génocide. C'est pas tout rose, mais ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, si on ouvre l'horizon, on se rend compte que cette vision assez pessimiste de la technologie, elle n'est pas nouvelle. Et pour revenir à mon propos précédent, elle n'est pas nouvelle et elle n'est pas, je pense, figée, déterminée, ancrée, etc. Les gens qui, comme moi, vont, entre guillemets, avoir cette approche technocritique, sont loin de dire qu'il faut tout jeter. Nous, ce qu'on réclame, mais parce que ça marche en réalité, c'est un contrôle plus spécifique du fléchage des financements à l'origine, c'est-à-dire le fait d'imaginer les progrès technologiques, non pas à l'aune de bulles financières ou d'imitation du cerveau humain basé sur des mythes, mais à l'aune des besoins humains, en fait. Et il y a des besoins humains, qui est encore une autre question philosophique, puisque est-ce qu'on a besoin de poster des photos de chats, mais peut-être que dans une certaine mesure, on en a besoin à certains égards. Moi, je ne fais pas de tri fondamental entre les usages. Par contre, il y a des limites techniques, enfin plutôt physiques et environnementales qui sont claires. Donc il y a toujours, enfin, les réponses existent. Voilà, c'est là où je veux en venir. Les réponses existent et le tournant vers le pessimisme ambiant ne doit conduire finalement qu'à les réemprunter. On arrive à la fin de l'entretien. J'avais une dernière question pour revenir plus spécifiquement à l'IA et en même temps ouvrir pour y se conclure. Dans un billet que tu as publié récemment sur le livre que tu évoquais justement, Les prophètes de l'IA, tu citais un passage que je trouvais intéressant. Tu disais sortir de la sidération, c'est d'écrire l'IA au présent plutôt qu'au futur. Tu citais le livre. Ma question, justement, c'est comment, selon toi, on fait pour réancrer le débat sur l'IA dans le présent? La citation est celle de Thibaut, effectivement, Thibaut Prévost, donc je le redis, puisque c'est aussi lui l'expert de ces idéologies-là, hein, qui est journaliste sur Arrêt sur Image et qui publie cet excellent bouquin, Les prophètes de l'IA. Mais je le rejoins beaucoup, parce que j'ai écrit à peu près la même chose dans des papiers, et du coup, cette citation, effectivement, penser l'IA au présent, moi, c'est le travail que j'essaye de faire. Je pense d'avoir d'une certaine manière répondu sur la façon dont on filtre les sujets, dont on donne de l'importance à d'autres sujets ou à d'autres personnes, mais je crois que le secret réside là, quoi. C'est-à-dire de continuer. Mais en fait, on est assez mauvais, pour le dire sincèrement. Bon, en fait, je vais parler franchement. Moi, j'ai une association qui s'appelle Le Mouton Numérique qui documente ça depuis longtemps. Moi-même, je le fais et tous les amis, hommes ou femmes, ou autres blogueurs, blogueuses, journalistes, etc., ces gens-là existent. On est nombreux à documenter l'IA au présent. Force est de constater que pour beaucoup d'entre nous, il y a quand même des plafonds de verre médiatiques, pas tous, hein, mais beaucoup, qui sont très liés à ce que je décrivais tout à l'heure en termes de choix du sensationnalisme par les journalistes, ou plutôt par les rédactions elles-mêmes, hein. C'est moins les journalistes que les rédactions, d'ailleurs. Et il faut qu'on se pose la question sur comment être meilleur, comment percer ce plafond de verre. Je ne sais pas si on a toutes les réponses là-dessus. Je pense qu'on n'ose pas utiliser certaines armes qui sont utilisées par nos ennemis. On est aussi entouré de gens qui peut-être s'intéressent pas aux bonnes questions. Donc, je pense
à titre personnel qu'il faut vraiment politiser cette question aussi avec des partis politiques. Et c'est une question assez simple en fait, mais il faut que tous les partis politiques, et c'est plutôt des combats de gauche, enfin on va se le dire sincèrement, mais qui peuvent dans une certaine mesure aussi intéresser la droite en fait, qu'on se le cache pas. Il y a une vision du travail à droite, il y a dans certaines formes de droite, pas toutes aussi quand même, une vision de la souveraineté qui peut avoir des prises sur ces sujets-là. Et bon, je le redis, c'est plutôt une problématique de gauche quand même. Il faut qu'il y ait un vrai discours émancipateur sur la technologie par les partis. Moi j'ai l'impression que le boulot en matière de recherche, il est assez bien fait. Le boulot en matière journalistique, il n'est pas assez visible, mais il est aussi bien fait. Par contre, on a assez peu de relais, en fait, chez des personnalités qui sont peut-être un peu plus hautes dans la hiérarchie des choix démocratiques. Parce qu'aujourd'hui, ce que je décrivais, même chez les syndicats, le travail est fait, en fait. Moi, j'entends souvent, oui, mais les syndicats, en manière d'IA, ils y pitrent rien, c'est faux. Il y a des documents très très bien qui sont faits par FO, par la CGT, sur la question de l'intelligence artificielle. Donc j'ai l'impression que tout le monde a un peu rendu sa copie. Et que maintenant, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui en France, il y a des échéances électorales qui permettent de poser ces sujets. Je crois que la prochaine étape, c'est vraiment celle-là. Merci Irénée d'avoir répondu à mes questions, puis j'espère à bientôt alors. Merci beaucoup à toi pour l'invitation. L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner au podcast pour écouter les prochains épisodes. À bientôt.